Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de Info IPS, le balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Mon nom est Valérie Saillant. Moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, on reçoit Maude Raymond, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, qui vient nous parler de l'association. Du rôle de l'infirmière, du rôle de l'IPS. Qu'est-ce que ça fait un IPS? On démystifie tout ça aujourd'hui. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Maude, bienvenue. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour lancer ce premier épisode. Vraiment. Est-ce qu'on est fébrile? On est fébrile. On est fébrile, on sort des sentiers battus. Hein? Oui. On change de milieu, on change de rôle, puis c'est nouveau. Je pense que ça amène un petit stress, mais c'est normal. Ça fait des mois qu'on se prépare pour ça, puis c'est aujourd'hui qu'on le lance. Absolument. Oui. Alors, bienvenue à tous. Puis Maude, encore une fois, merci d'avoir pris le temps pour inaugurer ce vraiment super projet. Exact. Je présente Maude, OK? Maude, elle a fait son bac initial à l'Université Laval. Elle a eu de l'expérience en chirurgie, en soins critiques. Elle a fait ses études par la suite comme IPSPL qu'elle a terminé en 2015. Elle s'est impliquée auprès du CA depuis 2014, donc un conseil d'administration au sein de la IPSQ, qui est notre association des infirmières praticiennes du Québec. Nouvellement, en avril 2024, elle est notre présidente. C'est une personne qui est impliquée, dynamique. Elle est passionnée par les animaux et le sport, puis elle réussit à travers tout ça d'avoir une vie équilibrée à travers les différents mandats. Donc, on est content de la recevoir aujourd'hui contente de la recevoir aujourd'hui pour ce premier balado. Hey, merci beaucoup de votre invitation, puis bravo les filles de sortir de votre zone de confort pour faire quelque chose d'innovant. Bien content. On y va. On y va. Fait qu'aujourd'hui, Maude, notre objectif, c'est d'une part démystifier l'infirmière. Hein. Je pense qu'il y a un besoin de clarifier les différents types d'infirmières qu'on a au Québec, puis de préciser aussi l'infirmière praticienne, hein, de démystifier ce qu'on fait, notre place dans le système, puis aussi faire valoir là, toutes les belles compétences qu'on a développées. Donc, puis je pense que ce serait important aussi de parler de l'association. Puis si ça te plaît, on pourrait commencer par ça. Bien sûr. Donc, l'Association des infirmières praticiennes du Québec, la IPSQ, qui chapeaute ce projet. Tout à fait. Peux-tu nous en parler? Bien sûr, la IPSQ va fêter l'année prochaine, en 2025, ses 20 ans d'existence. Wow! Donc, on va faire un gros projet pour fêter nos 20 ans. C'est sûr que ça a été commencé par 9 personnes qui ont cru à se regrouper en groupe pour faire une association, qu'on veut assurer le développement de la profession des infirmières praticiennes spécialisées. On veut s'assurer aussi de l'uniformité du rôle d'un endroit à l'autre. On veut aussi assurer un développement continu pour nos membres. On veut aussi assurer une représentativité dans les médias, au niveau des maisons d'enseignement, au niveau des instances stratégiques, qu'on parle de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, qu'on parle du ministère, certains syndicats également, avec nos collègues médicaux aussi. Donc, notre but, c'est vraiment d'assurer la représentativité des IPS du rôle pour qu'on ait vraiment quelque chose d'uniforme, puis vraiment pour toutes spécialités confondues. Si on y va un petit peu en faisant la différence, parce qu'il y a l'Ordre des infirmières du Québec, puis il y a l'AIPSQ. Comment on pourrait faire la différence entre les deux? Le mandat doit être différent? Il est très différent, puis souvent, on se fait un peu mélanger entre l'Ordre, le syndicat et l'association. Fait qu'au niveau de l'Ordre, c'est vraiment d'assurer la protection du public. Donc, au niveau de la réglementation, au niveau des compétences, c'est vraiment l'Ordre qui va le mettre sur papier, puis va assurer le suivi. Au niveau du syndicat, c'est vraiment de défendre les conditions de travail des membres qui sont syndiqués. Donc, puis nous, vraiment, c'est l'uniformité du rôle, puis vraiment de s'assurer qu'il est pérenne dans le temps. OK. Fait qu'ils ont quand même un bon mandat, là, au niveau de la IPSQ. Vous devez être occupé. Ça nous tient bien occupés avec toutes les différentes instances, avec nos divers projets également.
OK. Puis au niveau de l'ordre, c'est quoi les stratégies ou les mécanismes qui sont en place pour assurer la protection du public? Parce que ça nous régit les IPS aussi, mais les infirmières, en fait, toutes les infirmières au Québec. Exactement. Il y a des inspections professionnelles qui est fait. Donc, à chaque année aussi, on fait notre déclaration pour nos heures de formation continue. C'est sûr qu'il y a le syndic aussi pour les plaintes. Donc, les usagers peuvent faire des plaintes, les autres professionnels. Fait que vraiment, un mécanisme qui est fait. Il y a l'examen de certification aussi, autant pour les infirmières que pour les praticiennes. On se dit tout après le bac ou après la technique, on n'en veut plus d'examen. On est assez fou, on retourne à la maîtrise puis on en a un autre. Donc, c'est vraiment une continuité un petit peu au niveau des examens, l'inspection, autant une inspection post-certification qu'une inspection à cause d'une faute professionnelle. Puis vraiment aussi, ils donnent de la formation continue pour leurs membres. Au niveau des examens, on parlait de l'examen, mettons, par rapport aux techniciennes. Est-ce que l'examen est le même? L'examen ne va pas aller chercher les compétences, mais vraiment plus au niveau déontologique et éthique. Donc, vraiment, tout ce qui est compétences IPS, c'est vraiment au niveau des maisons d'enseignement qui ont ce mandat-là de s'assurer qu'à la fin de leur formation, ils sont compétents. Puis vraiment plus au niveau de la candidate infirmière praticienne spécialisée, l'examen va être un petit peu plus déontologique. Excellent. Donc, au niveau des types d'infirmières, justement, on voulait aller un petit peu plus loin là-dedans. Ça peut être confondant. Hein? Moi, dans mes souvenirs de jeunes infirmières, c'était pas toujours clair, hein, parce que j'ai fait le bac initial. Je pense que toi aussi, oui. Maude, toi, Kim? Le bac initial également, oui. Bon, donc, je pense qu'on peut peut-être prendre un instant pour clarifier ça, mais il y a différents parcours pour arriver au même titre. Donc, on peut faire une technique au cégep de 3 ans, donc un diplôme d'études collégiales, ou on peut faire le cégep en sciences santé pour ensuite aller faire un bac de 3 ans, puis obtenir le titre d'infirmière. Comment qu'on pourrait les démystifier? Parce que même pour la population en général, le mot infirmière revient vraiment souvent. Je ne sais pas vous, dans vos familles, si les gens ont toujours su ce que vous faisiez, là. Mais mettons, il y a l'infirmière auxiliaire. Comment qu'on pourrait la différencier de nos autres infirmières? Mais l'infirmière auxiliaire va avoir un DEP, donc elle n'aura pas la technique du cégep. Donc, va vraiment travailler autant en centre hospitalier, peut travailler aussi en milieu un petit peu plus communautaire, comme, mettons, en groupe de médecine de famille. Puis vraiment, ils vont contribuer à l'évaluation de l'usager. Donc, on pourrait l'avoir dans un sans rendez-vous, puis moi, comme patient, aller consulter, puis voir l'infirmière auxiliaire qui va vraiment faire la collecte de données pour ensuite voir soit une infirmière praticienne, un médecin ou des fois même une clinicienne également, selon le degré de complexité de la raison de consultation. Donc, elle pourrait collaborer au niveau de l'évaluation. Oui. OK. Puis si on y va, mettons, avec notre technicienne. Donc, notre technicienne, elle a un DEC. Oui, exactement. Donc, elle a un DEC de 3 ans. Mm-hmm. Donc, on va vraiment pouvoir évaluer la condition de l'usager. Va travailler aussi dans divers milieux, peut-être moins en milieu communautaire, que vraiment, dans certains endroits, c'est vraiment plus un titre réservé pour les cliniciennes, mais vraiment peuvent travailler sur diverses unités puis vraiment faire l'évaluation de la condition physique et mentale de l'usager. Puis on se rappellera que le DEC est au cégep aussi. Donc, exact. Dans le fond, ça serait un DEC de 3 ans pour avoir le titre d'infirmière. Exact. Puis par la suite, si admettons qu'elle désire poursuivre ses études, ça serait quoi les options pour notre technicienne? Donc, on parle d'un bac de 2 ans si on fait le DEC bac ou bac initial, un 2 ans puis un 3 ans ensuite. Ça fait un bon 5 ans total. Quand même, hein? Donc, on va pousser davantage un petit peu plus au niveau soins critiques, au niveau soins communautaires avec des stages supplémentaires pour aller consolider un petit peu plus ses compétences dans ces milieux beaucoup plus précis. Bon. Mais d'ailleurs, je parlais avec des gens de l'université, puis il y a 57% des infirmières qui graduent du collégial qui vont aller poursuivre leurs études à l'université. Puis tout dernièrement, en fait, cette semaine, j'enseignais au DEC bac. C'était notre premier cours en examen clinique. Puis je me suis amusée à leur poser la question, qu'est-ce qui les motivait à venir faire leur bac? Puis les réponses étaient relativement variées, mais orientées vers, d'une part, ouvrir les portes, hein, ouvrir les opportunités. On sait que les infirmières cliniciennes se retrouvent dans différents milieux cliniques, infirmières en soins de plaie, gestion de la douleur, soins palliatifs. Fait qu'il y a moyen... Pivot, on les voit beaucoup, à beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de possibilités de postes en ayant le bac. Puis certaines étaient plus intéressées justement par les milieux de soins critiques, santé communautaire d'ailleurs. Donc, c'était quand même intéressant d'avoir évidemment, le salaire aussi. Là. Il y a une augmentation de salaire parce qu'il y a une augmentation, un élargissement des compétences. Mais il faut vraiment voir ça comme un continuum. Hein. Je pense qu'on travaille tout en collaboration. Exact. Puis le but est d'en connaître davantage. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a poussé, vous,
à aller faire votre bac, justement? Bien, on a tous fait notre bac initial. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller... Bien, de mon côté, je voulais aller dans le domaine de la santé. Ouais. Je savais pas trop vers quoi m'enligner. Puis moi, j'avais une tante qui a son doctorat en sciences infirmières. Wow. Donc, c'est elle qui me poussait un petit peu à aller en sciences infirmières. J'étais pas convaincue, pour être bien honnête, au début. Puis après la première session, j'ai vraiment vu ce qu'on pouvait faire pour un usager, vraiment le prendre dans sa globalité puis traiter un patient et non traiter une maladie. Donc, c'est ça qui m'a vraiment un petit peu plus donné le goût de continuer, puis d'avoir la variété de domaines qu'on pouvait travailler après comme clinicienne. Ça nous permet de garder un peu nos options ouvertes, puis d'avoir un degré d'autonomie dans notre champ de pratique. 100%. Toi, Valérie? Moi, j'ai toujours su que je voulais être dans le domaine de la santé. J'ai un parcours un peu atypique, là. J'ai été très sportive jeune, puis après ça, j'étais un peu incertaine. J'ai fait 1 an en pharmacologie dans le but peut-être de faire un tremplin par la suite. C'était un petit peu trop appliqué pour moi en sciences, puis j'ai appliqué en soins infirmiers à l'Université Laval, moi aussi, au bac initial, puis j'ai adoré mon expérience. Puis ça a été quand même plus tard, là, ça a pris 6 ans avant que... J'ai pratiqué au Nord. J'ai fait de l'urgence pendant 10 ans. J'ai pratiqué au Nord. J'ai fait de la formation de rôle élargi. Puis c'est là où j'ai vraiment compris, tu sais, la plus-value d'avoir de l'autonomie. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis j'ai décidé de poursuivre pour justement avoir cette autonomie-là, mais dans mon chez-moi, puis auprès des gens dans notre région, là. Toi? J'ai pris plusieurs détours. Ouais. Oui. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu dentaire. Par la suite, j'ai fait une formation en enseignement. Puis finalement, pour me rendre au bac initial en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de soins aussi. Puis par la suite, bien, c'est sûr que pour peaufiner les connaissances, aller jusqu'au maximum de ce que je pouvais aller, développer mon autonomie qui m'a apporté vers la maîtrise. Puis tu as vraiment un dada pour transmettre tes connaissances. Vraiment. Je me suis impliquée un peu au niveau de la relève aussi. Puis je participe dans un conseil d'administration. Cool. Ben oui, j'aime ça donner... je pense que comme infirmière, on aime donner du temps. Donc, je m'implique à dans un conseil d'administration, c'est d'une maison palliative aussi, dans la région de Trois-Rivières. Oui. Fait qu'en résumé, les infirmières auxiliaires, un diplôme d'études professionnelles. Ensuite, on a les infirmières collégiales des infirmières qui sont du cégep, infirmières cliniciennes qui vont graduer du bac. Oui. Et là, par la suite, il y a une autre étape. Arrive aux infirmières praticiennes. Oui! Donc, pour aller infirmière praticienne, il faut avoir de l'expérience plancher. Donc, il faut avoir de l'expérience dans quel domaine on veut aller travailler. Puis vraiment, la première ligne, c'est le champ très, très global, d'aller un petit peu où est-ce qu'on voulait aller. Un peu comme infirmière, on se garde un petit peu plus les portes ouvertes. Fait que vraiment, un 3360 heures qui est un 2 ans à temps complet qu'on va travailler sur le plancher. Et ensuite, à peu près, entre les universités, ça diffère, là, mais entre 2 ans et 2 ans et demi, là, avec un DESS plus une maîtrise. Puis vraiment, à l'intérieur de ça, notre beau stage de 6 mois à temps complet. Quand même, tu nous expliquer un peu la différence, le DESS puis la maîtrise? Là, il y a 2 parcours. Oui, il y a 2 parcours. C'est comme un double... c'est comme aller dans un sprint 2 années d'affilée. Fait que vraiment, c'est qu'on va aller chercher des compétences un petit peu plus générales dans certains domaines. On va avoir quand même des cours de recherche, des cours de statistique. On va voir un petit peu plus les philosophies de soins. Puis vraiment, ensuite, on va avoir notre 2e année un petit peu plus pratique selon physiopatho. On va aller un petit peu plus dans nos pathologies respectives, dans notre pharmaco, l'examen physique. Puis avec notre stage, on va venir consolider tout ce qu'on a appris. Fait que le DESS, diplôme d'études supérieures ou spécialisées, c'est là qu'on va chercher les compétences plus médicales. Puis quand on fait la maîtrise en sciences infirmières, c'est là qu'on va vraiment développer les compétences en pratique infirmière avancée. Quand tu parles de recherche, Maude, qu'est-ce que tu as retenu de ton parcours De mon cours de recherche? Bien, tu sais, à quoi ça sert? Parce que c'est super utile. C'est important. Non, c'est super important. Mais au niveau de la recherche, tout ce qu'on fait est basé sur des données probantes. C'est ça. Donc, tu sais, on n'arrive pas du jour au lendemain s'improviser, je fais un diagnostic X. Tout est basé sur des manifestations cliniques qui ont été étudiées, sur des traitements qui ont été étudiés. Tout est comme vraiment
poussé par de la donnée probante. Puis au niveau de la recherche, c'est qu'on apprend aussi à lire des études, à voir un petit peu est-ce qu'il y a un biais ou pas pour comprendre, de dire, mais en fin de compte, c'est sponsorisé par une compagnie pharmaceutique, c'est normal, ça va nous dire que oui, c'est bon. Donc, ça nous garde un peu un œil critique Absolument. sur les données probantes, un petit peu les lignes directrices également, pour l'appliquer dans notre pratique de tous les jours. Puis c'est super important là, dans l'ère du temps actuel avec la désinformation. Puis c'est une des compétences qu'on se doit d'être capable d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit pour être capable de transmettre les bonnes informations à nos patients. Fait que c'est vraiment une compétence qui est super importante. Après ça, on apprend aussi à évaluer des situations éthiques plus complexes. L'approche à la famille, l'approche globale aussi. Puis, tu sais, le gros de notre pratique est beaucoup axé sur les soins directs aux patients aussi. Oui, exact. 80 de notre pratique est soins directs aux patients. Par contre, comme tu as mentionné, l'approche à la famille, de voir un petit peu plus global, justement, tous les acteurs qui sont dans les soins du patient, de voir un petit peu, justement, au niveau de la recherche. On va être impliqué à diverses éducations à la santé également. Donc, c'est vraiment un 20 où est-ce qu'on va pousser davantage notre pratique infirmière avancée. Puis, c'est tout le temps un beau petit mot à la mode, mais est-ce que tout le monde le comprend de la même façon? Pas toujours, mais vraiment, c'est d'aller pousser certaines connaissances qui sont très transversales. Puis, on n'est pas les seules infirmières en pratique avancée. Donc, souvent, c'est le flip. Hein? C'est vraiment, eux font un 80 de soins non directs puis un 20 de soins directs. Donc, nous, c'est pour ça le mot praticienne aussi, c'est qu'on pratique davantage en soins directs. Pourrais-tu nous parler des différentes classes? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'infirmières praticiennes. Oui, on en a rajouté au fil du temps. Donc, vraiment, en 1994, c'est vraiment là que le projet pilote a débuté avec les infirmières en néonatologie. Donc, ce sont vraiment les pionnières de tout notre grand groupe. C'est vraiment eux. Puis vraiment, à partir de 2002, les premières cohortes au niveau de cardiologie, néphrologie sont nées. Puis ensuite, en 2007, la première cohorte partait au niveau des soins de première ligne. Puis vraiment, en 2018, là, il y a eu un changement dans la loi au niveau qui en a découlé les lignes directrices. Puis là, on a eu le droit à un éclatement un petit peu plus global. Donc, on a nos premières lignes qui sont toujours présentes, qui sont quand même une grande majorité de notre grand groupe. On parle d'à peu près 1200 IPS au Québec là, qui sont au niveau de première ligne. Quand même. Ensuite, néphro-cardio, on a décidé de jumeler tout le monde puis de développer des domaines de soins supplémentaires. Donc, eux, on parle d'à peu près 250 actuellement au Québec. Donc, tout ce qui est en centre hospitalier en deuxième et en troisième ligne, donc tout ce qui a besoin de soins spécialisés et ultra spécialisés. On peut en avoir en cardio, néphro qui sont toujours présentes. Puis, on en a aussi en rhumato, en médecine interne, en chirurgie vasculaire. Donc, on a vraiment éclaté tous les domaines qui étaient possibles. On a aussi tout ce qui est IPS en santé mentale également qui a débuté. Donc, autant eux peuvent jouer en première, deuxième et troisième ligne. Donc, ils peuvent être dans des soins plus de proximité et ultra spécialisés et spécialisés. Donc, si je comprends bien, mettons, notre première ligne, c'est vraiment... CLSC. C'est la porte d'entrée du système. Hein? Exact. Elle est multiple, cette porte-là. Absolument. Comme tu disais, les CLSC, les cliniques, l'urgence est une porte d'entrée aussi. Exact. Mais vraiment, la première ligne, c'est vraiment comment est-ce qu'on rentre dans le système. C'est des soins qui sont globaux. Puis la deuxième ligne, c'est des soins qui sont plus spécialisés. Exact, clinique externe, où est-ce qu'on va être référé? On a vu un premier intervenant, ensuite on est référé pour quelque chose de plus spécialisé. Puis au niveau de ces troisième lignes, on a vraiment besoin de soins constants par une équipe de soins. Puis des fois, on a, comme on dirait, proche de la quatrième ligne, là, où est-ce qu'on est ultra spécialisé dans certains domaines, dans certains instituts. Là, des fois, on va parler de soins dans un institut de soins quaternaires. Donc, c'est vraiment un petit peu plus poussé, très, très spécialisé. Puis on a aussi nos soins pédiatriques, là, quand on parle d'à peu près 66 personnes en ce moment au Québec. C'est pas beaucoup en nombre, mais vraiment, là, qui peuvent jouer en deuxième et en troisième ligne. Donc, on ne devrait pas les voir en CLSC, mais vraiment plus en deuxième et en troisième ligne à l'hôpital. On va parler de sous-domaines de soins comme soins aux adultes. Donc, on peut en avoir une qui est en pneumologie, qui va gérer l'asthme des enfants, fibrose kystique également. On peut en avoir en cardiologie, on peut en avoir en chirurgie également. Puis on a Néonat qui est toujours avec nous là, depuis le début, là, mais on parle de 48 personnes. C'est pas des gros groupes non plus. C'est quoi la néonate? La néonate, c'est des enfants prématurés, très, très petits. On peut en avoir jusqu'à 23, 24 semaines. Puis ensuite, où quelque chose à l'accouchement va pas bien, va aller dans des soins intensifs là, de vraiment petites personnes. Moi, je suis toujours fascinée. Je trouve ça merveilleux comment cette profession infirmière nous permet d'aller dans tellement de directions
différentes. Puis c'est ce que j'ai toujours aimé de pratiquer comme infirmière. On peut commencer dans un domaine de soins, on peut se réorienter, puis ça se voit tant au niveau infirmière qu'infirmière praticienne. Puis c'est ce qu'on voit tout dernièrement avec les nouvelles lignes directrices puis les changements de classe, de spécialité. Hein. On a des collègues qui sont en onco, en oncologie, ORL, donc tu sais, la sphère, le nez, la gorge. Donc s'il y a un intérêt ou un infirmier clinicien a travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine-là puis souhaite se peaufiner ou poursuivre ses études dans ce domaine-là, mais c'est possible maintenant. C'est tellement large. On est partout. Moi, je trouve ça intéressant de dire qu'on est partout. Puis en même temps, les possibilités sont immenses aussi. Puis moi, je me questionne, depuis quand qu'on existe? Ah oui. Oui. On les est IPS? Ben oui. Pourquoi qu'on existe? Puis depuis on arrive combien? de où? Puis pourquoi qu'on s'est réinventé au fil du temps aussi? Il y a tout le temps une pénurie. Hein. On parle initialement d'une pénurie médicale. Je pense qu'à travers les années, on l'a vu. C'est sûr qu'une pénurie médicale égale quoi? Une pénurie d'accès. Donc, c'est sûr que le champ de pratique a même évolué au niveau infirmière pour augmenter cet accès-là au niveau de la clientèle. Ouais. Mais vraiment, là, il y avait un manque d'accessibilité autant dans les régions aussi que dans les grands centres. Donc, on est vraiment né d'un besoin d'accès. Donc, on est apparu. Puis ensuite, on a diversifié nos classes pour répondre davantage aux usagers, aux patients. Puis moi, je ne suis pas de cette ère-là, mais au début, là, comme infirmière praticienne, je pense qu'ils pouvaient cocher que quelques feuilles sur la feuille de laboratoire à titre d'exemple. Puis par la suite, là, le rôle a élargi énormément. Au début, c'était une demi-page de trucs qu'on avait le droit de prescrire certains laboratoires. Ensuite, il y a eu un autre changement de ligne directrice où est-ce que c'était des listes et des listes. Moi, je suis de cette ère-là. Vraiment, qu'est-ce qu'on avait le droit? Le nombre de jours de prescription. Ah ouais? C'était très cadré, là. Le nombre de jours aussi, on pourrait le dire de même, là, mais vraiment, c'était ça notre examen, c'est d'apprendre le nombre de journées. Est-ce qu'on a le droit de represcrire, de prescrire ou de renouveler? C'était quand même compliqué. C'était compliqué, c'était plus du par cœur de se rappeler que de gérer un patient. Puis on pouvait pas diagnostiquer non plus, c'était une impression diagnostique, vraiment plus au niveau des soins courants, otite, bronchite, pneumonie, puis vraiment un suivi de maladies chroniques. Puis quand on est arrivé en 2018, il y a eu un autre changement qui était une patte dans le grand changement de 2021, où est-ce que là, on a vraiment éclaté davantage le droit de prescription autonome, là, vraiment, là, aussi le diagnostic. Il fallait changer la loi parce qu'initialement, c'était que les médecins qui avaient le droit de faire le diagnostic. Donc, puis de sortir aussi de la collaboration médicale obligatoire, parce qu'on est une profession qui collabore dans la vie de tous les jours. Pourquoi faire seul quand on peut le faire en équipe? Donc, mais là, on n'avait plus besoin sur papier d'avoir un médecin pour aller pratiquer. Donc, on pouvait desservir davantage de population où est-ce qu'il y avait aussi un bris médical. Dans certains CLSC, il n'y avait pas les privilèges médicaux pour les accompagner. Donc, ça l'a permis d'élargir davantage, puis de vraiment sortir un petit peu plus des sentiers battus, puis d'aller découvrir d'autres champs. Puis là, 2023-2024, c'est une grosse année, là, il y a des nouveautés, là. Bien, 2023, ça a pris plus de 2 ans avant de pouvoir mettre sur papier certains changements de 2021. Ouais. Donc, à août 2023, on a pu faire la CNESST. Donc, ça a été un changement quand même de pratique. Puis, tu sais, au niveau des assureurs, faire des changements, ça se fait pas en 4 jours. Donc ça peut prendre des années. Bien, CNESST, c'est les accidents de travail, pour ceux qui ne le sauraient pas. Oui. Puis, aussi, en décembre 2023, il y a eu aussi toute une 9e activité professionnelle qui est par rapport aux soins de fin de vie. Donc, tout ce qui est l'aide médicale à mourir, sédation palliative continue. Donc, là aussi, on était un nouveau professionnel pouvant faire l'évaluation et donner le soin. Puis, en 2024, c'est un changement aussi au niveau de la loi, mais vraiment que les IPS en première ligne, donc c'est la première étape, là, mais dans les cliniques IPS, pouvaient inscrire un patient à son nom au niveau de la RAMQ et non conjointement avec un médecin collaborateur. J'ai encore une bonne question. Vas-y. Si quelqu'un nous demandait, c'est quoi la différence entre un IPS et un médecin? Je sais que cette question-là revient souvent. Je ne sais pas, toi, Valérie, dans ta pratique, là. Mais au moins, tu te dis IPS et non super infirmière. Parce que ça, je pense qu'on n'a pas le choix de l'adresser. Parce que pour le patient, on a une coiffe avec une grande cape. Hein? On va sauver le système de santé. Puis, on nous appelle souvent super infirmière. Puis, ce petit mot-là a capté le public et on est resté avec au fil du temps. Mais vraiment, pour nous, là, toutes les infirmières sont super, tous les collaborateurs professionnels de la santé sont super. Donc, vraiment, nous, on essaie de tout le temps redire,
infirmière praticienne spécialisée, mais c'est long. On C'est peut long, comprendre. je sais. Puis IPS, des fois, ça peut se mélanger avec ITS. Hein, je vous le conseille pas, là, mais des fois, ça peut venir vraiment... Ah, non, IPS. Hein, le P est bien important. Ouais. Mais pour le patient, en bout de ligne, ce qu'il veut, c'est un accès aux soins. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de desservir ce patient-là. Fait que des fois, on peut avoir, selon chaque IPS, comme médecin aussi, ont certains champs de pratique, puis ont certains intérêts, que quand le patient est devant nous, si on n'a pas la réponse, on va aller chercher la réponse avec un autre collaborateur, mais ce patient-là ne le voit pas. Donc, on va dire, on va vous rappeler, on va faire des investigations, mais en arrière-scène, là, on va chercher des conseils. Au niveau spécialité IPS soins adultes, on peut les appeler. Même chose pour les médecins spécialistes, médecins collaborateurs, maladies chroniques, nos infirmières cliniciennes, ils en savent tellement. Donc, on peut aller les chercher là, pour avoir un petit peu plus d'infos. Fait que pour le patient, c'est quelqu'un qui le prend en charge. Puis parfois, on peut voir qu'on pousse davantage un petit peu plus l'enseignement parce qu'on veut qu'il se prenne en charge dans les auto-soins. On veut qu'il devienne un peu capitaine de son propre bateau pour prendre en charge sa santé. Ah, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis. Oui, puis c'est un peu ça le but du projet ici aussi, c'est de trouver une autre façon de redonner aux gens de l'information, vulgarisée pour les rendre encore plus autonomes dans leurs soins parce qu'on n'a pas toujours, on prend le temps. Je pense que c'est une de nos forces, les infirmières praticiennes, de pouvoir prendre le temps, mais on se doit de faire de l'enseignement, mais des fois, il y a beaucoup d'informations qui se disent, il faut faire des choix. Puis il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là. Quand on met une IPS à quelque part, on va diminuer le taux de réhospitalisation parce que le patient va comprendre, il va mieux comprendre sa condition, il va éviter les portes tournantes. Donc, on a vraiment on améliore aussi la fluidité dans certains soins, autant de toutes spécialités confondues, dans comment on l'explique. Comment que le patient capte l'information puis on s'assure qu'il l'a bien compris. Parce qu'on peut bien y envoyer toute l'information qu'il veut, mais s'il ne comprend pas plus, sur papier, on le fait, mais il va revenir nous voir une semaine après. Effectivement. Puis si on y va, qu'est-ce que tu allais dire, Valérie? Bien, j'allais dire que l'expérience en bureau est super positive quand je vois que les gens ont compris. Il y a un sentiment d'optimisation des connaissances, puis il y a vraiment quelque chose, il y a un lien aussi, hein, la relation de confiance est renforcée par ça. Donc, moi, je prône beaucoup l'enseignement, puis je prends quelques minutes de plus, puis ça semble être très, très apprécié des patients avec qui je travaille. Là. Oui, puis c'est super payant. En bout de la ligne, tu sais, le patient, le but, c'est que on veut qu'il revienne nous voir, mais on veut être capable de répondre à toutes ses attentes. Puis je pense en prenant peut-être quelques minutes de plus sur le volet enseignement, bien à ce moment-là, c'est payant, puis il ne viendra peut-être pas reconsulter la semaine prochaine. Bon, je tousse. J'ai une maladie. Est-ce que vous pouvez me diagnostiquer une maladie? On peut diagnostiquer les maladies. On peut même prescrire le traitement avec lequel le diagnostic a été fait. Okay. Donc, ça, on peut prendre en charge globalement. Dans certaines spécialités, il y a des fois des petites restrictions au niveau du diagnostic, mais pour le patient, il ne le verra pas parce qu'on va s'assurer d'avoir quelqu'un pour nous aider là, dans la confirmation du diagnostic. Donc là, on parlerait, par exemple, d'une bronchite, d'une pneumonie, d'un otite, de l'asthme. Des maladies plus chroniques aussi, il n'y a pas de problème. On peut même aussi faire des biopsies. Là. Mettons qu'on n'est pas sûr d'un grain de beauté, mais on peut prendre en charge justement d'en faire la biopsie, assurer aussi le résultat. Qu'est-ce qu'on fait après avec le résultat? On peut le référer en spécialité. Exact. Même l'installation de stérilet, drainage d'abcès. Biopsie de l'endomètre pour nos femmes qui saignent un peu tout croche en périménopause. Effectivement. Donc, quand même... Prescrire des IRM, prescrire des radiographies, des laboratoires, prescrire les mammographies, prescrire des examens diagnostiques. On peut prescrire des médicaments. Des médicaments. On peut même aussi suggérer certains traitements un petit peu plus naturels au niveau vitamines. Également, tout ce qui est produit de vente libre aussi, on peut faire l'enseignement, puis on peut le prescrire aux patients, mais sinon, ils peuvent aller chercher leur conseil au niveau du pharmacien. Il y a aussi tout ce qui est, on le dit, invasif. On peut prescrire aussi des examens beaucoup plus invasifs pour le patient également. Exact. Donc, le patient, quand il vient, techniquement, l'IPS... La liste est infinie. Exact. Est infinie. J'ai besoin d'une infiltration. Tu peux-tu faire ça? On peut faire ça. On peut même aussi injecter le Synvisc maintenant, là, qui est l'étape après l'infiltration. Un peu plus payante, mais on peut le faire ça sans problème en cabinet. On a-tu un autre petit vrai ou fou qu'on pourrait faire? Un arrêt de travail. On peut-tu faire ça, un arrêt de travail? Oh, moi, je pense que oui. Oui.
Arrêt de travail. On parle de grossesse, on oui. Suivi de grossesse, maintenant, il n'y a plus de nombre de semaines non plus. Avant, on avait vraiment une restriction dans le nombre de semaines. Donc, on peut le faire quasi proche à l'accouchement. On ne peut pas accoucher les gens. C'est pas dans notre activité pour le moment. On ne sait jamais. Mais oui, ça, on peut faire au niveau du suivi obstétrical. Donc, au niveau d'arrêt de travail aussi, on n'a plus de nombre de temps limite. Avant, on avait un 4 semaines fixe. Maintenant, là, on peut se lâcher lousse dans le nombre de semaines d'arrêt de travail. Accident de travail, on en a parlé, mais j'ai des formulaires à faire remplir. Est-ce qu'on formulaires, peut faire ça? Il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas. On est même un peu de nous mélanger dans qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire. C'est pour ça qu'on le fait en collaboration aussi pour que le patient soit pas brimé là, dans le formulaire qu'il nous apporte. Puis on a parlé d'accident de travail, tout ce qui est SAC aussi, formulaire, j'ai besoin de mon permis de conduire, j'ai un accident d'auto, j'ai des formulaires à remplir, ça, il n'y a pas de problème également. Puis on en parlait tantôt aussi, la référence en spécialité. On pourrait référer chez nos consoeurs IPS spécialisés à l'adulte ou encore en dermatologie, en rhumatologie. Donc, on travaille en collaboration avec les différents spécialistes. Exact. Quand même. Absolument. C'est quoi les avantages de consulter une infirmière praticienne? Bien, c'est premièrement l'accès. Ouais. Je pense que pour tout patient, c'est ça qui est important. Puis je pense que c'est vraiment de l'éducation à la santé puis de prendre le temps qu'on puisse répondre à ces questions. Si un patient comprend, va ensuite l'appliquer. Donc, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va peut-être traiter globalement le patient. Moi, je dis tout le temps, on ne traite pas une maladie, on traite un patient. Ouais. Puis souvent, le patient, c'est aussi sa famille autour. Fait que c'est vraiment un accompagnement plus avec le patient, je vous dirais, là, pour les conditions. En sans rendez-vous, on ne peut pas parler pendant 1 heure de temps avec un patient. Je pense que ce n'est pas réaliste. Puis pour ses collègues usagers, ils ont besoin d'un accès. Mais je pense que c'est vraiment d'avoir ce moment-là privilégié, d'avoir accès à une donnée probante. Souvent, on va l'expliquer au patient de où est-ce que ça sort notre idée. Donc, si le patient le comprend, bien ensuite, il va pouvoir l'appliquer. J'aime ça ce que tu dis parce que, je ne sais pas toi, Valérie, mais souvent, moi, après, quand le patient part, souvent, là, j'ai des beaux remerciements. Je trouve ça tellement valorisant. Les gens sont contents. On a pris le temps. On a fait de l'enseignement. On l'a pris dans sa globalité. Puis, qu'est-ce que tu dirais, mettons, aux gens qui hésitent encore à consulter un IPS? Bien, je vous dirais, l'essayer, c'est l'adopter. Hein? Je pense que c'est beau. J'aime ça. C'est très beau. Je pense que les patients, là, il y a même des sondages qui ont été faits là, dans certaines cliniques IPS là, que j'ai vus récemment sur vraiment leur taux de satisfaction au niveau des infirmières praticiennes, parce que c'est vraiment comme un travail de collaboration. Puis vraiment, les patients étaient satisfaits, ils se sentaient écoutés, puis ils se sentaient pris en charge et référés à la bonne personne au bon moment. Bon, si on avait quelque chose à retenir, qui serait primordial à retenir de ce premier beau podcast, ça serait quoi? Mais moi, je pense qu'il ne faut pas que les patients aient peur de poser des questions. Quand vous ne savez pas quel type d'infirmière est devant vous, posez la question, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre, puis d'essayer de vous éclairer. Puis je pense que c'est de ne pas avoir peur de consulter, puis on change les paradigmes, on change le système de santé. On n'est pas la solution gagnante, on fait partie de la grande solution. Je pense que c'est bien important, parce que des fois, on dirait que tout nous retombe dessus. Mais je pense que c'est que le patient n'ait pas peur de consulter un autre professionnel. Effectivement, on est là pour aider en bout de la ligne. On est là pour répondre à la population, puis être là pour le patient, là. Tout ce qu'on veut, c'est d'offrir des bons soins, puis les patients veulent des soins de qualité. Exact. Moi, j'aime le mot autonomie. Oui. J'aime le mot autonomie. À travers tout ça, là, c'est de comprendre que l'IPS est autonome. Puis chaque professionnel, en fait, je pense, ce qui est important de noter, c'est que tout le monde se met ses propres limites. Autant un rhumatologue va peut-être pas être à l'aise au niveau de la peau, mais comme professionnel de la santé, comme IPS, on est autonome dans notre pratique. C'est comme un système d'entonnoir. Autant pour la clinicienne, va aller au bout de son champ de pratique, puis on descend toujours un petit peu plus pour aller chercher le professionnel qui va répondre à un besoin plus complexe. Même chose pour nous, même chose pour nos médecins spécialistes ou médecins de famille. Je pense que c'est vraiment l'autonomie puis de respecter ses limites. Moi, j'aurais envie de dire accessibilité. Accessibilité aux soins. Comme tu disais, Maude, on cherche à faire partie de la solution. Tu parlais des infirmières praticiennes en soins de première ligne qui sont beaucoup plus nombreuses, hein, parce que c'est là où le besoin est. Exact. Quand on est en première ligne, on aide les gens de tous les âges. Donc, je pense que l'accessibilité aux soins serait un avantage des IPS au Québec. Puis c'est ce qu'on cherche à faire, à contribuer dans le système de santé comme ça. Donc, autonomie, accessibilité,
J'ajouterais même un petit mot si j'ai le droit. Vas-y. Fluidité. Donc, au niveau de tout ce qui est dans le centre hospitalier pour nos collègues plus spécialisés, c'est vraiment d'améliorer la fluidité des soins, améliorer la prise en charge du patient à son congé, d'assurer vraiment une cohésion à travers le membre de l'équipe, puis d'avoir une personne accessible. Nos chirurgiens y opèrent dans la vie. Donc, l'IPS qui est en chirurgie va s'assurer que tout le monde ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Puis ils ont quelqu'un à répondre à une question. Fait qu'on améliore beaucoup la fluidité également. Vraiment. Le temps file. On pourrait en parler pendant des heures. Absolument, hein? absolument. Mais c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Déjà, Maude, merci d'avoir pris le temps. Bon succès dans ton nouveau mandat à titre de présidente. Tu nous représentes fièrement. Merci à tous de nous avoir écoutés, en espérant que le rôle de l'IPS est plus clair pour vous. Oui, c'était un épisode un peu plus théorique aujourd'hui, mais qui se valait, on croit, importante. Puis c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs autres épisodes qui s'en viennent, donc qui est dans un volet d'éducation puis de promotion de la santé. Puis si en même temps que les gens veulent nous écouter, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube aussi pour revoir les épisodes. Puis les suivre. Puis les suivre, effectivement. Alors, d'ici... Merci. Oui, d'ici le prochain épisode. Prenez soin de vous.